Salutationalisation. Si je vous demande c'est quoi le meilleur moment pour aller voir un film au cinéma, il est très possible que vous me répondiez en décembre, en janvier, pendant les vacances, quand il fait pas beau. Et pourtant, même si oui, il fut une époque où les salles de cinéma en plein été étaient aussi mortes que ma section commentaires, il fait aujourd'hui plus de 50 ans que la tradition de sortir le gros film de l'année en plein milieu de la saison estivale perdure. Quand on parle de ces films aujourd'hui, on parle de summer blockbusters, littéralement les films à gros budget d'été. Films qui jusqu'à récemment récoltaient des centaines de millions, voire des milliards au box-office, prouvant que c'est mieux d'aller au cinéma qu'à la plage. Si vous aimez donc l'histoire du cinéma et que vous êtes aussi un ermite antisocial comme moi, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à me laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter. Sur ce, voyons l'histoire complète des blockbusters d'été. Le début. Bien qu'on puisse retracer les débuts de cette tradition jusque dans les années 40 avec le film de Richard Wallace, Le Bombardier, dans les faits, c'est en 1975 que la roue va tourner. Jusque-là, sortir des films pendant les vacances d'été, ça se faisait pas trop. Quand ça se faisait, c'était pas des films à gros budget. Du simple fait qu'en plein été, les gens voulaient pas aller au cinéma, ils voulaient aller au parc parce qu'il fait beau, ils voulaient jardiner, et surtout, ils allaient à la plage. Arrive alors un gentil petit film sur un gentil petit requin réalisé par un Steven Spielberg encore au début de sa carrière. Film dont je ne pouvais pas éviter le sujet pour la simple et bonne raison que c'est le produit qui a lancé la tradition. Et ce à mon grand désarroi parce que figurez-vous que dans la vie, j'ai 3 peurs. Les espaces fermés, Mickey Mouse et les requins. À un certain point, vous direz pas que je me fends pas en 4 pour vous, le meilleur moyen de me remercier, c'est encore de vous abonner et d'activer la cloche. Le film est un succès total, budget de 9 millions de dollars pour en rapporter 470. Devenant au passage le premier film de l'histoire à passer la barre des 100 millions au box-office. Et je veux dire, il l'a quand même fait 4 fois passer les 100 millions. Et je rappelle que c'est de l'argent de 1975 avec inflation, c'est 49 millions de budget, ce qui est considéré comme un très petit budget aujourd'hui pour les standards d'Hollywood, pour des recettes de 2,5 milliards. Donc forcément, quand tu rembourses plus de 47 fois ton investissement, on peut dire que tu es un succès mondial. Mais surtout, c'est là qu'on voit une corrélation se créer. Même si les gens avaient déjà une petite peur des requins à l'époque, Les Dents de la Mer va capitaliser là-dessus. Encore aujourd'hui, ce film est blâmé pour la baisse drastique de popularité des plages et la mauvaise réputation gagnée par les requins. Ce qui pourrait en gros expliquer pourquoi tout le monde était au cinéma cet été-là. Même les producteurs, ils vont confier au New York Times que dans les salles de cinéma, le public était terrifié et hystérique, qu'ils sautaient en dehors de leur siège, etc. Avec autant d'engouement, il était une simple question de temps avant qu'on répète le pattern. La naissance d'une tradition. Arrive un point où on commence à sortir les gros films de l'année en plein été, capitalisant sur le fait que le public peut maintenant venir se réfugier de la chaleur dans les salles climatisées de cinéma. 2 ans plus tard, en 1977, c'est là que la tradition sera réellement codifiée par George Lucas, qui sortira le premier Star Wars. Film qui à la base ne devait rien être d'impressionnant ou de révolutionnaire, mais qui va tout de même ramasser un demi-milliard au box-office. Ça va changer la donne. On est au point où les futurs produits cinématographiques vont être comparés à George Lucas et à Star Wars. Lucas et Spielberg ont donc simplement changé la façon dont on consommait du cinéma. C'est pour ça qu'en 1980, George Lucas va sortir l'Empire contre-attaque, ramassant 400 millions de dollars au box-office. Moins que son prédécesseur, mais tout de même impressionnant et un succès. Ce qui va prouver le potentiel de Star Wars en tant que franchise et donner à Lucas la réputation d'avoir de l'or sur les mains. Lui et Spielberg vont donc s'allier en 1981 pour raconter l'histoire d'un professeur d'archéologie qui pense que l'histoire appartient au musée. Indiana Jones va donc collecter 353 millions de dollars au box-office et l'été suivant, Spielberg frappera encore avec E.T., qui en collectera 663. Je rappelle que 8 ans avant, le gros succès, c'était Herbie Rides Again, qui collectera 69 millions et est considéré comme le plus gros film de l'été. On peut donc dire qu'on a avancé dans le game et qu'une tradition était bien née. La tradition continue. En 1983, on a compris 2 choses. Les films en été, ça marche, et Star Wars, ça marche encore plus. Sort alors l'opus final de la trilogie Star Wars pour les 16 prochaines années, Le Retour du Jedi, personnellement mon Star Wars préféré, qui va récolter 375 millions. Entre-temps, Steven Spielberg, qui ne devait pas être content d'être un simple réalisateur dans ce qui est essentiellement la plus grosse révolution cinématographique de 2 décennies, deviendra producteur pour Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis. Le film, en plus d'être parfait, rapportera
à 381 millions, Spielberg n'avait pas perdu sa touche. Et ça, on le sait, c'est pour ça que deux producteurs, Don Simpson et Jerry Bruckheimer, tenteront de détrôner le dieu en personne. En décembre 84, ils avaient réussi à produire Beverly Hills Cops qui a ramassé 316 millions. Alors ils se disent que l'été 86 sera l'été où ils décollent. Ils produiront Top Gun, mettons Tom Cruise en avant, et on peut dire que ça marche parce que, en plus de rapporter 353 millions au box-office, la franchise continue au jour de perdurer avec Top Gun Maverick, 12e plus grand succès de l'histoire du cinéma. Ils reprendront donc la place avec la suite de Beverly Hills Cop en 87 qui rapportera 299 millions, là où Zemeckis et Spielberg vont reprendre les devants avec Roger Rabbit en 88 qui en cumulera 329. C'est l'année suivante, en 89, qu'un nouveau joueur va rentrer dans l'arène. Contre toute attente, Tim Burton et son Batman vont récolter 411 millions de dollars, faisant du Chevalier Noir le film de l'été. La reprise du trône. Jusqu'ici, si vous avez bien compris, vous aurez compris que le Big Boss, c'est E.T. réalisé par Steven Spielberg. Jusque-là, Spielberg et Zemeckis reviennent un an sur deux contre Simpson et Bruckheimer, et on a Tim Burton qui fait ses affaires dans son coin. Batman le défi sortira en 92, moyennant 266 millions, beaucoup moins que son prédécesseur, mais c'est l'heure pour les rois de reprendre leur place. En 1993, Jurassic Park est un succès mondial. Les effets spéciaux pour l'époque sont du jamais vu, ils ont bien vieilli aujourd'hui, et c'est 912 millions au box-office qui battent tous les records. Si on prenait en compte l'inflation, Jurassic Park serait encore aujourd'hui un des 10 films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et il est sorti en 93. Pourquoi c'est important? Pour la simple et bonne raison que l'inflation ne compte pas dans ce genre de calcul. Ce qui explique pourquoi les films les plus récents sont les plus rentables d'un point de vue monétaire pur. La preuve étant que dans le top 100 des films les plus rentables de tous les temps, il y en a 4 qui sont sortis avant les années 2000. La menace fantôme, Le Roi Lion, Independence Day et, vous l'aurez deviné, Jurassic Park, le film le plus ancien à être encore dans le top 100 des plus grands succès cinématographiques. Parlant du Roi Lion, il est lui aussi une révolution parce qu'en 94, il devient le premier film d'animation à dominer le box-office avec ses 763 millions, devenant donc le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma si j'en crois mes recherches, mais aussi il sécurise sa place parce que encore aujourd'hui, c'est le plus grand succès monétaire de l'histoire du cinéma d'animation traditionnel. La formule répétée. En 96, la formule, on la connaît. Les gens, ce qu'ils aiment pendant l'été, c'est des films à gros budget, de gros effets spéciaux, de grosses explosions, blablabla. Will Smith, dans Independence Day, va donc ramasser 817 millions et c'est ce qui lui permettra, en 97, d'en rapporter 589 avec Men in Black. L'année d'après, Spielberg, il va lancer Sauver le soldat Ryan, qui rapportera 481 millions, mais on ne faisait que réchauffer la place pour son ami George Lucas, qui va sortir le premier préquel de Star Wars, rapportant 924 millions. C'est fou de se dire à quel point George Lucas et Steven Spielberg ont rapporté de l'argent à Hollywood avec des sorciers de l'espace et des requins qui marchent à moitié. La mort de la tradition. Je pourrais continuer de lâcher de gros chiffres impressionnants, mais je pense que vous avez compris le principe. Par contre, dans les dernières années, on remarque quelque chose, les blockbusters d'été n'ont plus l'impact désiré. Par exemple, en 2022, le plus gros succès de l'année, c'était Avatar 2, et il est sorti en décembre. Même chose en 2021 avec Spider-Man No Way Home. En 2020, même si la crise sanitaire doit y être pour quelque chose, le plus grand succès monétaire mondial, c'était le film Demon Slayer, sorti en octobre. Ah, regardez ça, la veille de mon anniversaire en plus. Pour ce qui est de 2023, récemment est sorti Teenage Kraken, qui a connu un flop quand même assez catastrophique. Disney eux-mêmes admettent le flop horrible qu'est Indiana Jones 5, et chez Pixar, c'est la même chose avec Élémentaire. Un des rares à bien s'en sortir, c'est Across the Spider-Verse, ramassant 642 millions de dollars au box-office pour un budget de 100 millions. Remboursant donc 6 fois et demi la donne, ça va, c'est pas horrible. La faute à quoi? Les résidus de la pandémie encore récente, l'avènement du streaming? Probablement. Mais une chose est sûre, plus que jamais, notre façon de consommer du divertissement évolue. Et peut-être que, comme Spielberg en 75, d'ici quelques temps, un petit film réussira à changer la façon dont le cinéma est consommé mondialement.